Bonsoir à tous. Alors, ce soir, pour ces rencontres donc, sur le thème de la vidéosurveillance, on avait prévu une petite question qui est la vidéosurveillance emprunte-t-elle le chemin dessiné par le cinéma d'anticipation? Ça va être vraiment une ligne un peu vague, hein. On n'est pas obligé de répondre à cette question. De toute façon, je ne sais pas si c'est possible d'y répondre, mais on ne va pas forcément s'intéresser que au cinéma. On va aussi parler d'actualité, de politique, de littérature, de n'importe quoi. On peut parler de nos vies si on veut. Et donc, on va parler donc, avec vous et puis aussi grâce à l'aide de nos intervenants. Donc, Mira, d'abord, Mira Peram Palam. Tu es chercheuse rattachée à l'Institut pour le cinéma et l'audiovisuel, Paris 3. Et aussi, tu as fait un doctorat donc, sur le thème de la vidéosurveillance dans le cinéma des années 90 jusqu'à nos jours. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Bonsoir à tous. Alors, en quelques mots, donc très très rapide, hein, parce que sinon je pense que je vais vous perdre un peu tous. C'est une thèse qui essaye en tout cas de réfléchir, de questionner la représentation de notre société de surveillance à travers le cinéma. Donc un travail sur l'esthétique, la forme filmique, mais aussi voilà, les rapports sociologiques, philosophiques qui en résultent. Donc voilà, c'est un condensé de ces 20-30 dernières années donc dans le cinéma, mais cinéma de tout genre, de toute nationalité, hollywoodien, indépendant, chinois, français, etc., etc. Et de voir que la surveillance voilà, touche voilà, toutes les nationalités et que le cinéma s'en est emparé, quel que soit sa nature et quel que soit le genre. Voilà. Et donc, on a aussi avec nous Olivier Tesquet. Donc, tu es journaliste d'investigation et spécialiste donc, de la question du numérique et des libertés. Tu es aussi également auteur d'un livre, de plusieurs livres, dont le plus récent est sorti en 2021, qui s'appelle État d'urgence technologique. Voilà, est-ce que tu veux aussi en deux mots rapidement, et après on va enchaîner sur le sujet. Bonsoir. Alors, moi, à la différence de Mira, je touche une matière qui est une matière peut-être un peu différente, ou qui est moins romanesque ou moins cinématographique, quoique. On verra Ça je se pense, discute. au fil des discussions, que parfois on ne sait plus très bien où se situe la fiction et où se situe la réalité. Et j'ai parfois l'impression, en travaillant sur ces sujets-là, d'être plongé comme ça dans un grand bain filmique dont il est parfois assez difficile de se sortir. Je crois que le dénominateur commun peut-être entre nos démarches respectives et les champs dans lesquels on travaille, qui ne sont pas les mêmes mais qui sont complémentaires, c'est que sur ce sujet de la surveillance, on le voit comme un œil pour regarder la société, quelque part. C'est-à-dire on retourne quelque part cet œil sur nous pour observer cette société, cette industrie aussi parfois, de la surveillance qui va nous occuper ce soir. Très bien. Sheila, est-ce que tu veux commencer la première question ou... Oui, en fait j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en te présentant finalement tu t'es comparé un peu à l'activité de Mira et de sa thèse, et c'est aussi l'essence de notre question, c'est finalement rapprocher la technologie du monde artistique et se rendre compte, est-ce que finalement tout ce qu'on a pu voir dans le cinéma est une réalité par rapport aux technologies, ou est-ce que c'est déjà dépassé? Ce serait peut-être ma première question. Ah, la période est compliquée et je vais d'emblée botter en touche en parlant pas de cinéma mais de littérature. Je me souviens avoir lu une interview de William Gibson, qui est cet écrivain américain qui a inventé ce genre qu'on appelle toujours le cyberpunk, qui est l'homme à qui l'on doit l'expression de cyberespace. Il a écrit un certain nombre de livres assez mémorables, dont Neuromancien au début des années 80. Et qui fait partie de ces auteurs dont la mission dans la société est d'anticiper le monde tel qu'il va se dessiner, mais dans un futur très proche. C'est de la littérature d'anticipation qui est plus de la dilatation ou de l'extrapolation du réel. Et il expliquait dans cette interview, qui a dû sortir il y a 2-3 ans, je pense que c'était sous Trump, parce que ça a ajouté encore une couche de difficulté. Et il expliquait que l'évolution de la société rendait sa tâche extrêmement difficile, parce que précisément ce travail
d'exégèse, un peu d'anticipation du monde de demain, littéralement de demain, était rendu de plus en plus compliqué par l'évolution de la société dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui relèvent complètement du réel, de technologies de surveillance qui sont déployées, par exemple, qui pourraient être des scénarios de films. Moi, à longueur de temps, quand j'explique les sujets sur lesquels je travaille, la matière que je touche, etc., les gens sont persuadés d'être dans une série Netflix. C'est d'ailleurs pour ça qu'une série comme Black Mirror a cessé d'être pertinente. En fait, elle était pertinente au début parce que on avait l'impression, tout à coup, d'avoir un tout petit temps d'avance sur la société dans laquelle on vit. Et puis est arrivé un moment où finalement la réalité a fini par rattraper, dépasser Black Mirror, qui s'est retrouvé comme une Twingo qui se fait doubler par une Porsche sur l'autoroute, quoi. Et où tout à coup, ce pouvoir d'évocation du cinéma, de la série, de l'objet télévisuel est devenu moins pertinent. Et donc on est comme ça constamment pris, je crois, dans ce va-et-vient entre une réalité qui nous dépasse, un cinéma qui nous précède, et on se situe comme ça là, constamment à la jonction des deux, sans trop savoir si encore une fois on est du côté de la fiction ou du côté de la réalité. Du coup, ça banalise presque ce qui pourrait être effrayant dans la vidéosurveillance. Est-ce que le cinéma banalise pas finalement tout ce qui pourrait nous effrayer dans les dispositifs de vidéosurveillance, parce qu'à force de finalement voir les différents modèles, que ce soit donc un modèle américain, parce que tout à l'heure tu parlais de ce film qui a un peu déclenché ta thèse, si tu veux en discuter, et du coup de se dire finalement ce que je vis aujourd'hui n'est plus si effrayant vu que je suis habituée à voir tous ces films au cinéma. Est-ce que ça contribue finalement à ça ? C'est ça qui est terrible avec le cinéma d'anticipation, mais on pourrait dire la même chose de la SF en littérature, c'est que ça a à la fois ce pouvoir d'alerte. La SF en littérature est une littérature d'alerte, c'est conçu comme ça. On pourrait dire la même chose du cinéma. Et dans le même temps, c'est un immense pouvoir de normalisation et de banalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on baigne dans un environnement culturel où ces dispositifs-là sont banalisés, sont même parfois assez séduisants, ça peut dessiner un futur qui n'est pas toujours complètement dystopique. Ou en tout cas, ça nous les rend familiers dans notre environnement. Et un certain nombre des entreprises qui déploient ces dispositifs aujourd'hui s'appuient d'ailleurs sur cette banalisation et sur cette familiarité. C'est-à-dire qu'elles conçoivent des outils qui, si on était un peu raisonnablement paranoïaque, ressemblent quand même beaucoup à des dispositifs tels qu'on a pu les observer dans des objets culturels. Donc on a une interdépendance comme ça, où ça nourrit nos imaginaires, mais ça nourrit aussi l'imaginaire des industriels de la surveillance. Moi, j'ai un petit point de désaccord dont j'aimerais qu'on discute. Parce que tout à l'heure, tu dis, par exemple, Black Mirror est devenu moins pertinent ou pas du tout pertinent. Et en fait, ça pose une réflexion sur tout ce qui est l'œuvre d'anticipation. Alors moi, je vais plutôt parler du cinéma parce que je m'y connais un peu plus. Mais peut-on juger de la pertinence d'une œuvre par rapport à sa prophétie ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, 1984, on considère que c'est génial parce que c'est prophétique d'une époque à laquelle on vit. Et s'il avait raconté n'importe quoi d'autre, qui ne s'était pas produit, est-ce que ça en fait une œuvre moins bien ou moins pertinente ? Ça, c'est bon courage avec cette question. Ah, désolé, ouais, alors moi je pars souvent un peu dans la philosophie et dans la critique réflexion. du cinéma qui revient. Non, ouais, je pense que là, c'est une question qui est vraiment en rapport avec le jugement de goût. Et on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet. Enfin, de dire qu'une œuvre est prophétique et forcément, on peut par la suite la juger comme positive ou par rapport à ce qu'elle a pu, en tout cas, révéler ou anticiper. Je ne suis pas sûre qu'on puisse, en tout cas, la juger de cette manière-là. Et l'œuvre d'Orwell est telle qu'effectivement, elle a un impact très fort de nos jours. Et elle avait déjà un impact important au moment de sa création. Mais je pense que même si on a des films de nos jours qui vont nous révéler des dispositifs qui sont peut-être fantasmés à l'heure d'aujourd'hui et qui vont peut-être se révéler être réalistes par la suite, est-ce qu'on va pouvoir juger cette œuvre comme étant une œuvre qui, en tout cas, ouvert notre regard sur
une partie de notre société, une partie peut-être cachée, d'un point de vue politique ou sociologique. Moi, je suis pas vraiment sûre qu'on puisse, en tout cas, juger de cette manière-là une œuvre. Mais voilà, chacun aussi a son parti pris. Mais moi, je pense que c'est un petit peu compliqué, un peu plus complexe, quoi. Dans ta thèse, tu as choisi donc de traiter le cinéma des années 90 jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a une raison précise des années 90 ? Puisque le thème de la vidéosurveillance, par exemple, a été traité bien avant. Oui, enfin, la surveillance est présente dans le cinéma depuis très très longtemps. Et on peut même faire des analogies avec les premières vues Lumière. Vous avez un théoricien qui est Thomas Levin qui en parle. Évidemment, c'est une analogie à prendre avec des pincettes. Quand on regarde ces premières vues, notamment la sortie des usines Lumière, on a l'impression d'avoir les frères Lumière qui sont derrière en tant qu'employeurs, en tant que patrons, en train justement de surveiller les employés sortir de l'usine. Évidemment, par rapport à la mise en scène, le dispositif, une caméra fixe, posée, avec un point de vue frontal, tout porte à croire qu'on est en tout cas dans un dispositif de surveillance. Ou alors le dispositif est assez similaire à celui qu'on connaît. Néanmoins, en prenant un peu de recul, donc esthétiquement parlant, par rapport à la mise en scène, effectivement, on peut faire une analogie. Mais si on prend un recul, on sait très bien que ces films ont été faits quand même à but promotionnel, que les employés n'étaient pas surveillés, ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Donc en sortant de l'usine, ils ont ce petit regard caméra, ils savent très bien qu'une caméra est en face d'eux. Donc effectivement, l'idée ici, c'est de comprendre qu'il y a une forme assez similaire à celle qu'on connaît, mais si on regarde un petit peu la démarche des cinéastes, évidemment, on est loin de ce que font maintenant les agents de surveillance. Donc l'analogie va en rester là. Mais par rapport à notre culture visuelle, on va évidemment regarder ces images avec justement une autre vision, un autre point de vue, puisque nous-mêmes, on a été habitués à voir ces images de vidéosurveillance. Et donc, dès qu'on va voir, par rapport à des angles de vue, des mises en scène, une certaine esthétique, des images qui pourraient ressembler à ce qu'on peut voir d'un point de vue surveillance, on va se dire, tiens, est-ce que là, on n'est pas en face d'une image qui serait issue d'un dispositif de sécurité ? Mais là, s'arrête l'analogie, mais pour un petit peu revenir sur le pourquoi des années 90, il y a aussi des événements à prendre en compte dans la société, et on a aussi vu qu'il y a une recrudescence, en tout cas, des dispositifs de surveillance à partir des années 80, des années 90. Le cinéma des années 70, notamment le cinéma d'espionnage, les thrillers, a vraiment mis en avant tous ces dispositifs qui étaient déjà existants. Mais ce qui se passe à partir des années 80 et 90, c'est de voir le glissement en fait, de ces dispositifs qui étaient plutôt de l'ordre de l'institutionnel, militaire, politique, de voir que ces dispositifs glissent petit à petit dans la sphère privée. Et donc, voilà, on a à la fois une recrudescence de ces dispositifs donc d'un point de vue social, et on comprend que petit à petit, on va s'emparer aussi de ces appareils au sein même de sa famille, de son foyer. Donc, et ça, le cinéma l'a très vite montré. Donc, à la fois, montrer les dispositifs militaires, politiques, et de l'autre côté, de voir comment on va glisser ces dispositifs au sein de nos propres foyers, et de voir aussi comment on va les détourner, et voir aussi l'apparition d'une certaine déviance qui en ressort dans la surveillance. Oui, en fait, on accepte, on est acteur nous sommes tous des acteurs de cette vidéosurveillance. On en parlait un petit peu tout à l'heure là-haut. On est très étonnés entre nous, paradoxalement, de voir comment on accepte de faire certaines choses
tout en prenant un petit peu de recul, en se disant bah tiens, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on l'évoquait tout à l'heure, voilà, finalement on se transforme, on est acteur, on est dans la mise en scène de cette vidéosurveillance. Est-ce que ça, c'est évoqué un petit peu dans le cinéma, ce côté on ne veut pas télécharger des applications, mais on a quand même Facebook, ce paradoxe-là Oui, enfin ça c'est vrai que dans le cinéma un petit peu dystopique, on en parle beaucoup, hein, le fait de jouer sur des technologies existantes et de voir que finalement on a pris goût en fait à ces technologies et que finalement on a accepté aussi le côté assez déviant de ce qu'il en ressort, et notamment le film The Circle, hein, qui en parle beaucoup, hein, et tout à l'heure on avait évoqué donc, lors de notre discussion la performance qui est liée à la surveillance, donc le côté théâtral, hein, de la surveillance. Et voilà, moi je vous avais parlé de David Lyon, qui est donc un sociologue, hein, qui revient sur ce point de la théâtralité, de la performance, et qui, voilà, il y a quelques années, remettait un petit peu en question le fait qu'on a tous accepté de jouer le jeu, notamment par rapport à l'aéroport, voilà, de se soumettre à ces dispositifs de sécurité, d'enlever ses chaussures, de passer le portique, etc., de se dire qu'on est habitué, en tout cas, à ces formes de sécurité, à ces dispositifs de surveillance, et qu'on joue le jeu à nouveau. Et dans le cinéma, en tout cas avec The Circle, on finit par se dire que la surveillance fait partie de notre vie. Au bout d'un moment, pourquoi pas l'accepter dans notre vie la plus privée. Donc, ce film de Ponslold va très très loin, en tout cas, sur la question. Et évidemment, il y a très peu de remise en cause, hein, de ce dispositif. Et donc, on pourra peut-être... Tu veux que je monte la bande-annonce, peut-être ? Ouais. En fait, je ne sais pas si tout le monde a vu ce film-là, mais du coup, c'est l'occasion de passer la bande-annonce. Profitez. I am a believer in the perfectibility of human beings. At The Circle, we can finally realize our potential. When we are our best selves, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease, and we can end hunger. Imagine the human rights implications. The possibilities are endless. Your payment, it was for $78.13 and the bill was for $78.31. Thank you. You got the job at The Circle. Have a drink, have a good time, and stay excited. You're at The Circle. Hello, May. How are you? Jared here. I'll be doing your training. When I first started, it took me a few weeks to really get the hang of it. Believe me, you're doing fine. You should come visit me at work sometime. You might think I was there to clean the toilets. Everyone really likes you. Your work's been exemplary, strong ratings, but your absence at several events. Sorry, my dad had an episode and I was home helping out. Is that related to his MS? I've been looking into your parents' situation and I have an idea. I was thinking it would make sense for May's folks to come on the Circle Health Plan. I want to say how much I value what you've done for my family. May, you're a valued part of The Circle. We care about everybody you care about. May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So, May, do you think you behave better or worse when you are being watched? We have cameras in place all over the world right now. Watching you. We used to go on adventures, we used to have fun and see things, and now it's all filtered through this. Does this really seem okay to you? Watching you. I didn't create this. This is not what I had in mind. Watching you. Things at The Circle, they need to change. Watching you. Everything recorded, seen, broadcast is stored and analyzed here. They can use it however they see fit, no matter what its cost. Knowing is good, but knowing everything is better. So, May, is there anything you want to tell us? Moi, j'ai une question. Je vais faire un petit parallèle avec le cinéma et je vais
pousser un peu la réflexion que vous aviez juste un petit peu plus loin. Mira, tout à l'heure, tu nous disais que on arrivait à reconnaître facilement des images de dispositifs de surveillance parce que c'est une image fixe, potentiellement en hauteur, et que quand on en voit une, on le reconnaît immédiatement. Dans cette séquence-là, moi j'ai programmé un film qui s'appelle Incassable, de Night Shyamalan, qui parle de Bruce Willis qui ne peut pas être blessé et qui n'est jamais malade. Ça a l'air de n'avoir aucun rapport avec le sujet, et en fait je l'ai pris parce qu'il y a des séquences. En fait il a un super pouvoir, Bruce Willis, c'est que quand il touche des gens, il arrive à voir leurs mauvaises actions. Et Shyamalan, quand il le fait, en fait, Bruce Willis, il prend une place très en hauteur, une caméra fixe, et il voit les mauvaises actions des gens. Et en fait, Bruce Willis se transforme en une caméra de surveillance. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que justement, j'ai reconnu ce dispositif-là. Sauf que maintenant, la société a un peu évolué, et par exemple, je vais reprendre l'affaire Benalla, où l'affaire Benalla a été révélée parce que quelqu'un avait un téléphone et avait filmé Benalla. Et là, du coup, l'image n'est plus la même. Elle n'est plus en hauteur, elle est frontale, comme les lumières. Et donc, est-ce que finalement, la première question, ça va être pour toi, plus sur le côté cinéma, et ensuite, j'aurai une question pour Olivier, du coup, sur le côté évolution, parce que du coup, les gens n'acceptent plus la surveillance, ils en sont acteurs, maintenant. Et donc, est-ce que, en termes de cinéma, de construction d'image, est-ce que cette image de la vidéosurveillance toute puissante en hauteur, est-ce qu'elle n'est pas vouée à finalement évoluer ou disparaître ? C'est une très intéressante réflexion et j'ai beaucoup aimé l'analogie que tu as faite par rapport à Bruce Willis, qui s'est transformé en une caméra de surveillance. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma d'action et notamment dans la trilogie Jason Bourne, où Jason Bourne devient lui-même aussi une machine de surveillance, puisque d'un point de vue vraiment cinématographique, eh bien le metteur en scène a vraiment attribué des plans qui sont normalement liés à une caméra, et celles-ci sont attribuées à donc Matt Damon, qui joue donc Jason Bourne, et donc il est lui-même devenu une machine hyper surveillante. Et, donc eux aussi jouent sur ces codes-là pour induire au spectateur, regardez, c'est de la surveillance. Alors oui, et d'autant plus que après, si on rentre dans des valeurs diégétiques, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'univers filmique, c'est aussi montrer que cet homme, Jason Bourne, est donc super espion et est capable de beaucoup. Et comment on le traduit cinématographiquement, c'est que évidemment, on va reprendre tous les attributs esthétiques qui sont normalement liés à une machine. Donc, utiliser des focales pour justement traduire la vision de ce personnage et qui, normalement, humainement parlant, il n'a pas la possibilité de voir aussi loin. Et là, le cinéma permet, en tout cas, de casser ce fantasme et de montrer que lui, en tout cas en tant qu'homme, il est capable de voir comme une caméra. Donc là, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, sur le fait que, effectivement, en tant que spectateur, on est capable de reconnaître des images de vidéosurveillance par rapport à l'angle de vue, donc des angles de vue isométriques à 45 degrés, parfois des plongées à 90, donc avec les drones, les satellites, etc. De reconnaître tous ces dispositifs qui sont d'habitude liés aux autorités. Et tout d'un coup, on va redescendre plus bas et arriver cette fois-ci à des dispositifs beaucoup plus amateurs. Et ça, le cinéma a continué aussi à le montrer. Et donc, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait de glisser ces dispositifs au sein du foyer, mais c'est aussi le glisser au sein de son quotidien. Donc, transformer son smartphone, sa webcam, en caméra de surveillance. Et on le voit bien à travers un concept qui est celui de sous-veillance, qui a été théorisé par Steve Mann, qui reprend les préceptes de la surveillance, sauf qu'on va abolir la question de la hiérarchie. D'accord ? On n'est plus dans une structure pyramidale, comme l'avait évoqué Michel Foucault dans Surveiller et punir, qui reprenait justement la structure carcérale du panoptique. Et donc, on l'appliquait à la société, et là, tout d'un coup, on abolit cette forme de hiérarchie, d'autorité, et se dire que
voilà, on est à égalité. Et donc moi, dans ma thèse, j'ai parlé de surveillance par le bas, donc c'est-à-dire qu'on redescendait vraiment sur Terre. Et donc à travers cette surveillance, il est question d'imagerie miniature, de dispositifs un peu plus amateurs. Et l'idée, évidemment, c'est d'être voilà, dans une logique parfois de coveillance, de surveillance à l'horizontale, et de se dire qu'on peut maintenant surveiller son surveillant, et certes inversement, et aussi surveiller son voisin, etc. Et ça, dans la même logique. D'accord ? Donc, en abolissant vraiment cette question de hiérarchie. Et comme j'en ai parlé dans ma thèse, donc c'est quelque chose qui revient de manière assez systématique dans le cinéma, notamment avec un film qui a été réalisé par Burdis et Anciano, qui est Final Cut, avec Jude Law, qui était sorti en 98, qui mettait en avant voilà, des dispositifs très amateurs, notamment le fameux caméscope de Sony, le Handycam, qui n'existe plus. Et donc, ce film relate voilà, l'histoire de Jude Law qui s'est amusé à cacher plein de caméras dans sa maison. Celui-ci est décédé et donc sa petite amie a décidé justement de projeter le film qui a été tourné à partir de ces images. Et on se rend compte que voilà, on est un peu dans la continuité, voire l'avènement un petit peu de la télé-réalité, mais la télé-réalité chez soi. Et donc les amis de Jude Law ont été filmés à leur insu. Pas très sympa de sa part. C'est pas hyper éthique. Et donc cette surveillance dans le foyer, voilà, on le retrouve dans ce type de film qui est plutôt de l'idée de l'ordre du thriller. Et on va le retrouver dans le cinéma d'horreur. Quand on pense à Paranormal Activity. Tous les found footage, en fait. Ouais, tout ça. Donc, on est voilà, dans cette logique, en tout cas, de surveillance. Et l'idée, c'est que, de toute façon, là, le spectateur se rend compte également que ces appareils, eh bien, il les connaît également. Donc, ça fait partie de son quotidien. Et le cinéma, ici, démontre un petit peu l'attirail de tous ces dispositifs qui sont à la fois professionnels et amateurs, et le tout rentre, en tout cas, dans le cadre de la surveillance. Et toi, Olivier, dans le cadre de ton recherche d'investigation, est-ce que déjà tu connaissais ce terme de la surveillance ? Oui, c'est un terme qu'on croise depuis assez longtemps, qui est utilisé d'ailleurs pas mal par les gens qui construisent un discours critique de cette société de surveillance. Peut-être par rapport à ce que disait Mira, pour compléter, moi, il y a deux mécanismes qui sont à l'œuvre. Il y a déjà effectivement cette espèce de banalisation ou tout à coup de surveillance par le bas et qui peut être retournée contre les surveillants. Du coup, on se retrouve à surveiller les surveillants. Mais aussi, ce que disait Mira, c'est ça peut aussi servir à surveiller les autres. À se surveiller les uns les autres. C'est pas forcément que retourner. Et effectivement, on parlait là de Final Cut avec Jude Law qui filme les gens à leur insu, etc. Aujourd'hui, vous avez une filiale d'Amazon qui s'appelle Ring, qui vend des caméras qu'on met devant chez soi, sur le pas de sa porte, qui sont destinées à filmer, vous savez, comme dans ces quartiers ou ces municipalités de voisins vigilants. Ça fonctionne un peu de la même façon. Il y a même des incitations financières pour s'équiper. Et puis si vous êtes à un angle de rue et que l'angle est très large et que du coup on peut capter davantage d'images, vous allez être encore mieux remboursé. Et ces images sont ensuite transmises à des forces de police. Donc de manière tout à fait pragmatique, le domicile devient l'annexe d'un commissariat de police. C'est pas seulement pour votre bénéfice personnel ou pour s'assurer qu'il n'y a pas un cambrioleur qui va rentrer chez vous, c'est aussi dans l'idée que vous participez, vous, activement, à cette société, certains diront de vigilance ou de surveillance. Donc il y a ce premier effet de banalisation. Et ensuite, il y a un autre effet, je crois, à l'œuvre ces dernières années, c'est une invisibilisation des dispositifs, soit parce qu'ils sont invisibles à l'œil nu ou pas perçus comme des dispositifs de surveillance. On se disait effectivement les plans très classiques, entre guillemets, aériens, fixes. On parlait d'ennemis d'État juste avant qu'on commence avec ces plans où on a le plan très lointain comme une vue d'un drone sur je ne retrouve plus son nom évidemment, une horrible mémoire des noms, qui joue le protagoniste principal qui est poursuivi sur Will Smith dans
dans Ennemis d'État, avec ce zoom comme ça. Et aujourd'hui, la société de surveillance telle qu'elle existe est peuplée de dispositifs beaucoup moins spectaculaires. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, l'un des films les plus emblématiques de ce que serait la société de surveillance en 2021, c'est Her de Spike Jonze, avec ce personnage qui parle à une intelligence artificielle nichée dans un appareil qui ressemble pas vraiment ni à un téléphone, ni à quoi on dirait un poudrier, quelque chose comme ça. Enfin, un appareil tout à fait banal et très analogique, mais qui correspond à une réalité de la surveillance de 2021 qui est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un assistant vocal, que ce soit un Siri, un Cortana ou que sais-je, ou Alexa, à l'autre bout du fil, de la chaîne, vous avez, alors non pas une petite main, mais une petite oreille, qui, chez un sous-traitant à Cork ou ailleurs, est en train d'écouter votre conversation pour entraîner une intelligence artificielle. Et qui, du coup, se retrouve un peu comme une Stasi privée à écouter des conversations tout à fait banales et tout à fait anodines, non pas pour en extraire du sens, et tout à fait intime. Moi, j'en avais parlé avec un lanceur d'alerte qui a travaillé dans l'une de ces entreprises et qui m'expliquait que dès le premier ou le deuxième jour où il a fait ça, il a entendu des propos pédophiles, il entendait des gens qui parlaient de leur maladie, il entendait des noms, des numéros de téléphone, des appréciations d'élèves, de professeurs sur leurs élèves, de disputes de couple, de tout un tas de déclenchements intempestifs aussi. Et donc, cette espèce d'informatique ubiquitaire telle qu'elle a été fantasmée par certains dans la Silicon Valley au début des années 90, avec cette idée que finalement les dispositifs les plus puissants étaient ceux qu'on ne voyait plus, qu'on ne voyait pas, et que l'informatique allait se nicher partout, et que même Walden, quand il fait sa balade au fond des bois, il y a quand même un capteur quelque part qui est en train d'horodater sa présence, son passage et ce qu'il est en train de faire. Cette espèce d'utopie ou de dystopie, suivant le point de vue duquel on se place, est en train de se réaliser un peu de cette façon-là aujourd'hui. Et donc, effectivement, on sort de ces canons traditionnels du genre. Et alors, je pense que peut-être, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on voit notamment à travers les images qu'il y a dans la bande-annonce de The Circle, où on voit ces grandes baies là, dans un data center, avec toutes ces données qui sont stockées. Et tu posais la question à Mira de pourquoi les années 90. Moi, je crois que ce qui a vraiment changé dans les années 90, c'est la capacité de stockage de ces informations et de ces images. C'est-à-dire que tout à coup, on n'était plus dans le redatage de la vision en temps réel de ce qui était en train de se passer, mais il fallait mettre des ressources humaines derrière. Il fallait mettre quelqu'un derrière un écran pour regarder ce qui était en train de se passer dans le champ de la caméra. Aujourd'hui, ce qui change, aussi bien pour les gouvernements que pour les grandes entreprises, c'est la capacité de stocker toutes ces informations pour pouvoir ensuite chercher des choses intéressantes, signifiantes, suspectes, à l'intérieur de ces immenses entrepôts de données qu'on est en train de construire. D'où d'ailleurs l'obsession commune des gouvernements et des grandes entreprises, notamment des grandes plateformes, type The Circle / Facebook, de prédiction des comportements. Quand Tom Hanks demande à Emma Watson, alors je ne sais plus quelle est la phrase exacte, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit comment tu te comportes, est-ce que tu te comportes bien ou mal quand on t'observe ? Il y a cette obsession de la prédiction des comportements. On lui parle de la sclérose en plaques de son père, il dit mais comment vous savez ça ? Parce qu'on a cette capacité de stockage et donc de recherche et de compilation de nos propres comportements. Et ça, forcément, ça recompose aussi l'imaginaire qu'on se fait de cette surveillance. Tout ce que vous dites d'ailleurs tous les deux, c'est aussi ce glissement entre l'image qu'on avait d'une certaine époque où c'était les autorités publiques, gouvernementales, et qui utilisaient ces outils techniques. Et aujourd'hui, on va vers des entreprises privées à des buts clairement commerciaux. Est-ce que ça, on peut l'évoquer aussi ? Peut-être, je sais que on en discutait tout à l'heure, comment les entreprises aux États-Unis font du commerce grâce à nos données personnelles. Si tu veux un peu en toucher un mot. Alors, effectivement, on connaît la façon dont les grandes plateformes organisent la prédation de nos vies intimes, de nos données personnelles. Tout ça est assez largement documenté. Après, on a toute une catégorie d'acteurs qu'on voit beaucoup moins, qu'on appelle les courtiers en données, qui, eux, font de l'achat-revente, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'ils achètent des informations... C'est-à-dire que c'est les intermédiaires C'est ça, c'est des intermédiaires. C'est des entreprises qui, d'ailleurs, précédaient
d'assez loin les grandes entreprises technologiques et les grandes plateformes dont on parle aujourd'hui. C'est beaucoup des sociétés qui ont émergé aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, souvent adossées à de la grande distribution, et dont la première mission était de faire du calcul de risque en fait, pour élaborer un score de crédit pour les individus. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout le monde a un score sur 600 qui détermine votre capacité à emprunter de l'argent. Ce qui, dans un pays comme les États-Unis, est évidemment un sésame assez universel et un marqueur social assez fort. Donc il y a cette circulation d'informations avec des grandes plateformes, d'autres types d'acteurs privés, et les autorités. Encore une fois, la conjonction de ces intérêts, alors qui aux États-Unis a une date de naissance assez claire, qui est le 11 septembre 2001, qui est le moment où on se dit, pour que tout ça n'arrive plus jamais, pour qu'on se prémunisse contre un autre 11 septembre, il faut qu'on emmagasine toutes ces informations. C'est pas complètement un hasard si une entreprise comme Google se trouve un modèle économique fondé sur la prédation de nos données personnelles et de nos informations intimes à ce moment-là. C'est parce que tout à coup, vous avez des programmes de la NSA. Alors, à l'époque, on est avant Snowden, donc on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, on devine un peu, etc. Mais vous avez des programmes qui s'appellent Total Information Awareness. L'information totale, on va tout savoir, tout stocker, tout garder, parce que ce qui ne sert pas maintenant pourra servir plus tard. Et donc dans cette logique, qui est toujours la doctrine qui vit aux États-Unis et ailleurs, hein, parce qu'elle a été importée ou exportée dans pas mal d'endroits, y compris jusque chez nous, dans cette doctrine-là, les acteurs étatiques font appel aux entreprises privées pour sous-traiter ou pour obtenir un certain nombre d'informations. Aux États-Unis aujourd'hui, alors c'était notamment le cas beaucoup sous Trump qui s'appuyait beaucoup là-dessus, ils sollicitaient des courtiers en données pour obtenir la géolocalisation d'un certain nombre d'individus, pour identifier des clandestins qu'ils allaient ensuite pouvoir expulser vers leur pays d'origine. On voit, là, on est dans un scénario de SF, très clairement. Mais on est aussi dans cette articulation, cette coopération entre le secteur public et le secteur privé, et avec nous au milieu, puisqu'on est effectivement, encore une fois, rendu pleinement participant de ces dispositifs. C'est-à-dire que dès lors qu'on a la géolocalisation activée, on émet un petit signal qui marque notre présence, qui dit on est suspect ou on n'est pas suspect, et donc on s'intègre comme ça dans ce dispositif extrêmement large et extrêmement inodore, incolore, invisible. Il y a quelque chose qui m'a fait peur quand tu as tweeté. Je ne sais pas si c'était un livre ou quoi que ce soit, mais c'était lié à la CAF qui, grâce à des algorithmes, peut déterminer les personnes en gros qui ont plus besoin, c'est ça, de faire du calcul de score de risque. En fait, c'est déterminer les personnes qui sont le plus susceptibles d'être des fraudeurs en se basant sur tout un tas de critères qui sont des critères évidemment discrétionnaires. Et en compilant, alors j'en avais parlé avec un chercheur qui s'appelle Vincent Dubois, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là depuis plusieurs années, et qui expliquait que la CAF collectait à peu près 1000 informations, enfin 1000 points de données différents sur les allocataires. Donc on se dit, mais sur 1000 $, il y a des choses qui semblent évidentes, hein, la situation conjugale, les revenus, l'endroit où on vit, etc. Et puis il y a des choses beaucoup plus insignifiantes en apparence, comme le nombre de fois où vous allez appeler votre organisme de prestation sociale, la durée des appels. Parce que si vous appelez toutes les semaines et que les conversations durent 30 minutes à chaque fois, on en déduit quand même que vous êtes un emmerdeur. Si vous êtes un emmerdeur, peut-être que vous serez plus suspect que telle ou telle autre personne. Donc comme on est encore une fois dans cette société de la prédiction tous azimuts des comportements, où on essaie d'inférer des décisions, en plus c'est même pas juste essayer de prendre la température, c'est vraiment des décisions qui sont prises sur la base de ces informations. Il y a une incitation très très forte pour nous à émettre tout un tas de traces pour qu'on puisse attester qu'on est des bons citoyens, qu'on se conforme à un certain nombre d'attendus sociaux, qu'on a l'attitude qui convient, etc. Avec ensuite ce brassage qui est fait pour déterminer si, oui ou non, on répond à ces critères-là. Critères, encore une fois, c'est subjectif, et puis c'est un miroir sans teint. Il savent infiniment plus de choses qu'on ne sait de choses d'eux. Ça tombe très bien que tu parles de ça, parce que justement... Tu penses à Black Mirror ? Non, pas du tout. Ah. Je pensais à juste l'étage d'au-dessus. On a un exemple qui est très parlant, c'est ce dispositif avec les 2 caméras et la grosse télé qui vous dit, en fait, bon, j'imagine que c'est un peu au hasard, mais ça vous dit, vous êtes un individu suspect ou pas. Et donc ça tombe bien parce qu'on a Laurent ici,
Et Laurent, est-ce que tu veux bien nous parler de pourquoi tu as choisi cette œuvre justement et pourquoi tu as choisi comment tu as choisi toute cette exposition? Je vais te passer le micro. Merci. Cette œuvre, en fait, fait partie du dispositif de la Quadrature du Net. Et donc, c'est juste un exemple de surveillance et de synchronisation avec des bases de données. Et donc, vidéosurveillance et data surveillance. Donc là, dans l'installation, c'est vraiment une présentation un peu neutre et technique, mais on peut voir que en Chine, ça sert de politique presque, ou en tout cas d'outils de jugement et d'intégration sociale, on va dire. Donc après, il faut voir... Enfin voilà, juste dans l'installation, c'est comme un outil de gestion de masse. Basé sur des critères, du coup, comme tu disais, subjectifs et liés aux structures qui organisent ça. Donc là, c'est le gouvernement chinois. Oui. Ça peut être une entreprise privée qui, bizarrement, est gouvernée par un extrémiste de droite. Enfin, en fait, du coup, les critères ne sont pas... comment dire... est-ce qu'un critère objectif peut exister, d'ailleurs non, c'est pour ça que j'allais poser la question. En fait, entre objectif et subjectif... Oui, c'est quoi, oui. Non, en Chine, c'est dans une volonté d'intégration sociale de force. Donc, que ce soit dans un État totalitaire ou dans un État pseudo-démocratique, ça fait encore une différence. Par rapport... ce qui me semble intéressant, par rapport à l'utilisation des données, c'est... Est-ce que... un système informatique et les décisions politiques derrière vont conformer les populations en fonction de ce qu'on veut d'elles, ou est-ce que, dans une logique un peu d'expansion libérale, est-ce que les données vont être au premier plan, et est-ce que les structures politiques vont s'aligner sur les données? Ça reste encore un suspense intéressant. Un des seuls, on va dire. Donc après, de mettre en avant les technologies, il peut y avoir un regard critique et pessimiste, mais en fait, personne ne sait. On peut faire un tableau contemporain un peu noir, mais pas plus que ça, quoi. Justement, personne ne sait. Personne ne sait à quel point ces dispositifs ont un résultat, je le mets entre guillemets quand même, à quel point ils vont permettre de aider dans un procès, dans un tribunal, à prouver quelque chose. Est-ce qu'on a des chiffres de tout ça, finalement? Est-ce qu'on sait tout ça? Alors, l'efficacité de la vidéosurveillance est un vieux mythe. Est un vieux mythe au point où la Cour des comptes, depuis une bonne dizaine d'années, réclame des conclusions, des chiffres pour prouver justement de l'efficacité, parce que ces éléments-là permettraient de juger, de décider si oui ou non on étend cette vidéosurveillance, si on l'automatise, parce que c'est ça qui se passe de plus en plus. Le dispositif qu'on voit là-haut, c'est finalement le changement d'échelle, qui est plus qu'un changement d'échelle, parce que c'est un changement quasi anthropologique, où tout à coup, c'est plus seulement une caméra qui nous voit passer dans l'espace public, pour prendre cette échelle-là, c'est une caméra qui nous voit passer dans l'espace public et nous dit ce qu'on est en train de faire, ou détermine si on est suspect ou pas, si on est en train de faire quelque chose de suspect. Moi, ce qui m'a frappé, vraiment, avec ce dispositif-là, c'est à quel point... Alors, on voit quand on s'approche, on a un nom rigolo et qu'on est tous un individu dangereux, donc on voit qu'il y a une vertu un peu ou d'alerte ou ludique, donc on ne prend pas ça trop au sérieux, mais ça ressemble trait pour trait aux démonstrations que je peux voir quand je vais au salon Millipol, qui est le salon des industriels de la sécurité, qui se tient tous les 2 ans au parc des expositions de Villepinte, sur la route de Roissy.
Et cette gémellité entre le dispositif technique tel qu'il est vendu sur étagère à des collectivités, par exemple, ou à des pays étrangers, ou qui en veut, ressemble comme ça en tout point au dispositif artistique. Il y a une foire de la vidéosurveillance. C'est une foire de la vidéosurveillance. C'est une foire de bien des choses. Il n'y a pas que de la vidéosurveillance. Il y a des armes, il y a des chars, il y a tout ce que... mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, et de plus en plus ces dernières années, qui vendent effectivement des logiciels de gestion des foules, détection des risques. Ça, les termes qui reviennent souvent, c'est détection des risques, gestion de la foule, prévention des incidents. On retrouve encore une fois ce champ lexical de la devinette un peu, où on se dit on est comme dans Minority Report, qui d'ailleurs maintenant, soit dit en passant, est une œuvre, que ce soit le roman de Dick ou que ce soit le film de Spielberg, est un truc qui est cité jusqu'à l'Assemblée nationale, parce que Gérald Darmanin a parlé lui-même d'une société à la Minority Report au moment où on est en train de débattre de la commission, en commission des lois de la loi sécurité globale. Donc on voit que même les responsables politiques eux-mêmes ont intégré. Alors je sais pas s'ils voyaient ça comme une bonne ou une mauvaise chose. C'était ça qui n'était pas très clair. C'est toujours à ça un peu que sert la SF. Ça nourrit un peu la société, les gens qui la font. Et... c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça nourrit à la fois les imaginaires de résistance, mais ça peut aussi nourrir l'imaginaire politique de Gérald Darmanin, ou de Didier Lallemand, ou de personnalités politiques comme ça. Mais je voudrais juste revenir peut-être sur ce que disait Laurent sur l'utilisation de ces données, ce qu'on en fait, ce qu'elles servent, etc. Tu me posais la question sur la CAF et les organismes de prestations sociales et la manière dont on mesure le niveau de risque d'un individu, que ce soit le niveau de risque d'une fraude aux allocations, que ce soit le niveau de risque que présente un individu dans l'espace public, dans un aéroport. Enfin, on a aujourd'hui, toute notre vie est organisée, et en plus on le voit bien, on est sous double régime d'exception, puisqu'on a eu l'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire, tout ça est joyeusement fondu dans le droit commun. On est en permanence dans l'évaluation d'un risque. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions dans la société, dès qu'on sort, a fortiori dans l'espace public, est vu à travers ce prisme du risque. Et donc, l'objectif dans ces conditions-là est d'avoir le plus d'éléments possible pour pouvoir évaluer ce risque-là. Moi, dans ces conditions, ce qui m'inquiète, par exemple, pour revenir sur l'exemple de la CAF, c'est pas l'algorithme en soi. C'est la façon dont cet algorithme est déployé pour servir un discours politique. Un discours politique qui est une politique d'austérité, on serre la ceinture et on stigmatise les pauvres qui abusent de la générosité publique. On retrouve exactement la même chose sur les discours sécuritaires, qui sont d'ailleurs souvent tenus par les mêmes individus. C'est-à-dire que les mêmes qui nous disent qu'il y a trop d'immigrés, que la société est d'une insécurité folle et qu'il y a quand même beaucoup de fraudeurs aux allocs. Une fois qu'on a ces trois éléments-là, souvent on a un bon bingo quand même. Bizarrement, personne ne surveille les paradis. Souvent c'est les mêmes. Personne ne surveille les paradis fiscaux et tout ça. Voilà, en plus tous ces outils qu'on pourrait mettre au service de la lutte contre, par exemple, l'évasion fiscale, qui coûte quand même beaucoup plus cher que la fraude aux allocations, c'est pas fait parce que les politiques publiques auxquelles on adosse ce type d'outils techniques et de dispositifs sont des politiques qui vont dans le mur, en fait. Et donc, le discours critique, avant de se porter sur les algorithmes, doit se porter sur les politiques publiques. D'autant plus que l'algorithme automatise des politiques injustes, mais en enlevant une composante très importante, c'est qu'une politique injuste, quand on sait comment on a pris telle ou telle décision, on est capable de refaire le chemin en sens inverse. On se dit, bon, ok, on a fait une connerie. Non, tel mec devrait peut-être pas dormir en prison cette nuit. Quand vous déléguez cette fonction-là à un algo, tel qu'on pourrait l'imaginer avec des caméras qui demain font déjà aujourd'hui de manière un peu expérimentale de la détection des comportements suspects, demain feront de la rocofaciale, même si le RGPD dit bien qu'on n'a pas le droit de prendre une décision entièrement automatisée dès lors que celle-ci a un impact considérable sur la vie des individus. On voit bien que du moment où cette décision est prise, une fois qu'un logiciel il a dit à un mec derrière un écran dans un centre de supervision urbain, comme on dit aujourd'hui, il a dit « Ah, tiens, là, il y a un individu suspect rue machin. » Bah, ok, mais sur quels critères? Comment on sait que tel individu est suspect ou qu'il est coupable, peut-être? Et l'impossibilité de refaire le chemin en sens inverse est, à mon sens, aujourd'hui, la chose la plus préoccupante. C'est que tout à coup, on retrouve du coup cette logique de la boîte noire inviolable. C'est qu'on ne sait plus comment la décision est prise. Et quand on ne sait plus comment la décision est prise, bah, c'est le règne de l'arbitraire, finalement.
ce que tu dis, il y a un sous-texte sur la légalité, sur le droit qu'il y a derrière. Et je vais faire un autre parallèle. Il y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelle Don't Fuck With Cats. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un documentaire qui parle de Luca Rocco Magnotta. C'était celui qui avait de façon tout à fait barbare assassiné quelqu'un. Et en fait, avant d'assassiner quelqu'un, il avait publié des vidéos où il torturait des chats sur Internet. Et il y a eu une personne aux États-Unis qui a été complètement choquée de ces vidéos. Et elle a créé un collectif sur Facebook. Et en analysant les vidéos et en utilisant Internet, ils ont commencé à traquer Luca Rocco Magnotta. Ils avaient commencé par un truc assez insignifiant, c'est que le lit sur lequel il était, il y avait une parure de lit qui était tout à fait kitsch en tigre, et ils ont cherché donc cette parure de lit. Ils ont trouvé qu'il y avait quelques magasins dans un endroit très spécifique qui en vendaient, et en remontant le fil comme ça, juste sur Internet, ils ont réussi finalement à presque lui mettre la main dessus, parce qu'il était parti juste avant qu'il le retrouve. Et en fait, ils l'ont traqué en même temps que la police, et la police était un peu en retard sur eux. Et donc, du coup, ça pose la question de la légalité, parce que ce groupe-là, par le biais des outils, des algorithmes et des outils de surveillance, c'est eux qui commencent à appliquer la justice. Enfin, ils ne le jugent pas, du moins, mais c'est eux qui l'attrapent, ils font le travail de la police. Et du coup, est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait en penser, en fait, de ça, de ce rapport à la légalité de ces outils qui sont offerts à tous, qui peuvent être utilisés par tous, parce qu'effectivement, il y a des... On fait justice nous-mêmes, hein, on est acteurs de... Alors, oui, mais est-ce qu'on devrait ? C'est quelque chose qui est relativement assumé par les pouvoirs publics. Il suffit de regarder quand on a des débats sur l'extension des pouvoirs publics, quand on a des débats sur la loi sécurité globale, par exemple, on a des voix politiques, et puis des deux côtés du spectre. Hein. Alors, c'était au départ des discours de droite, mais maintenant, ils n'ont plus le monopole de ce type de discours sécuritaire. On a plein de discours pour étendre les pouvoirs de police à tout un tas de gens qui ne sont pas policiers. Les chasseurs, par exemple, ça revient encore à nouveau ces derniers temps. Les gardes champêtres, tous ces gens devraient pouvoir être armés ou exercer dans une certaine mesure. Ou la caméra Amazon dont tu parlais tout à l'heure. Ou la caméra Amazon, où du coup, finalement, vous n'êtes pas flic, mais vous êtes un peu flic quand même. Donc il y a déjà une volonté politique comme ça de délégation d'un pouvoir qui, a priori, est quand même un pouvoir régalien et qui est facilité par la prolifération et la mise à disposition de tous ces outils-là. Aujourd'hui, les caméras de surveillance qui peuplent notre espace public, vous pouvez les acheter sur Amazon. Bon, c'est pas forcément donné, mais vous pouvez tout à fait vous équiper avec ce type de matériel. On a encore une fois une banalisation très très forte de ces outils. Et donc, comme tu le disais, on ne sait plus très bien qui a le droit ou pas d'utiliser ces outils, qui est habilité à le faire, et ça devient d'autant plus difficile que même les fonctionnaires assermentés utilisent des outils qu'ils ne sont pas censés utiliser. Ah oui. Alors là, pour le coup, le meilleur exemple récent, c'est les drones, justement, de la loi sécurité globale. Donc les drones, c'est quand même la vidéosurveillance mobile, en temps réel, dans l'espace public, extrêmement intrusive. Le défenseur des droits a quand même agité les bras en disant attention, là, c'est très dangereux. Ces drones étaient déjà en dotation dans les services de police et de gendarmerie. Ils ont des unités de moyens aéroportés depuis assez longtemps. On sait même combien ils en ont. Il y a des rapports parlementaires qui nous disent voilà, il y a 450 drones comme ci à la gendarmerie, 500 drones comme ça dans la police. Et puis, à un moment, ils se sont dit quand même, notamment au moment du confinement, le Conseil d'État est venu dire 2 fois à Didier Lallement non, cher Didier, tu ne peux pas faire voler tes drones pour faire respecter le confinement, tu ne peux pas non plus utiliser tes drones pour surveiller les manifestations. Donc, coup sur coup, comme ça, 2 camouflés, ils se sont dit on va faire une loi pour encadrer l'utilisation de ces outils dont on se sert déjà. Gérald Darmanin, commission des lois, il explique que le cadre juridique n'est pas stabilisé. Ça, c'est des pudeurs de hauts fonctionnaires ou de ministres. En d'autres temps, d'autres lieux, je me souviens d'un garde des Sceaux qui parlait des techniques allégales des services de renseignement. Des pudeurs pour ne pas parler d'illégalité. Et donc, il explique que le cadre juridique n'est pas stabilisé. On passe la loi sécurité globale. Ça y est, on va pouvoir utiliser les drones. Maintenant, on a l'autorisation, le tampon, on peut les faire voler. Manque de peau, le Conseil constitutionnel censure. Et donc là, maintenant, pour justement que la loi vienne mettre en conformité
les services de police et de gendarmerie. On est en train de revoter un autre texte, qui est un texte sur la responsabilité pénale, dans lequel on a réintégré les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, parce que quand même, ces drones, on les a. En plus, on a repassé une commande publique pour 4 millions et demi par le ministère de l'Intérieur de drones et de formation des télépilotes qui vont être censés les piloter. Cet argent public a été dépensé, donc maintenant, en fait, il nous faut le cadre légal qui va avec. Et là, on voit bien que le débat, il est biaisé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'abord de fixer les règles du jeu et ensuite de dire, dans ces règles fixées, est-ce qu'on peut ou non se servir de telle ou telle technologie. On se sert d'abord de la technologie, on l'expérimente joyeusement, et puis une fois qu'elle est là, et qu'elle ne peut pas être, pour reprendre l'expression que m'avait donnée un industriel, qu'elle ne peut pas être désinventée, sous-entendu, on ne peut pas remettre le génie dans la bouteille, à ce moment-là, il va bien falloir trouver le moyen de s'en servir. Et donc, pour revenir sur ta question de la légalité, quand finalement le débat politique, parlementaire, juridique, mais philosophique aussi, autour de ces questions-là, revient seulement à fixer des modalités, c'est-à-dire savoir à quelle altitude le drone il va voler, de quelle marque il est, et quelle est la couleur des boulons, à ce moment-là, on commence à avoir un vrai problème démocratique, parce que du coup, ces technologies-là sont utilisées de toute évidence sur des fondements qui sont manifestement illégaux et qui, du coup, peuvent être considérés comme, à minima, pas très démocratiques. Je rebondis là-dessus, parce que je me posais la question, du coup, comment c'est exploré dans le cinéma et la littérature, cette relation entre le politique et les systèmes de vidéosurveillance du peuple. Tu as parlé de Minority Report, qui est un bon exemple aussi sur une volonté politique de vous protéger tous. On va anticiper les crimes avant qu'ils n'arrivent. Est-ce que c'est quelque chose que, je sais pas, ça t'évoque des idées à explorer là? Ouais, mais du coup, ça relie un petit peu ta question de départ par rapport au fait de s'emparer finalement de ces dispositifs et comment justement le cinéma a pu le mettre en scène. Et notamment sur la question de la contre-surveillance. On le voit bien, par exemple, avec un film comme Les Misérables, de Lajili. Merci de citer un exemple un peu positif dans le fait de surveiller des personnes qui font quelques abus de pouvoir et dont on a besoin. Oui, oui. Du coup, c'est quand même une mise en abîme de notre société actuelle où maintenant tout le monde va dégainer son smartphone pour justement surveiller les autorités, la police. Et la police, de son côté, va faire de même avec ses caméras endossables qui se sont maintenant de plus en plus démocratisées en France, quoi. Donc, si je dis pas de bêtises, ont été banalisées les caméras piétons au 1er juillet. À l'américaine. Donc aux États-Unis, voilà, c'est un fait. Donc en France, voilà, ça commence quand même à se voir de plus en plus. Et pour le cinéma, donc la question de fliquer la police, on le voit notamment dans un film qui s'appelle End of Watch de David Ayer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Jake Gyllenhaal. Où voilà, on suit le quotidien de policiers. Donc le policier, lui, a un caméscope, ce film également. Il a aussi cette fameuse caméra sur lui. Il a la fameuse dashcam, hein, donc ces caméras qu'on retrouve sur les tableaux de bord, qui ont quand même vu le jour, notamment dans les pays de l'Est. En Russie, c'était surtout pour des questions d'assurance, hein. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment de Russie. Je fermerai après la parenthèse sur les dashcams, où il était question justement de filmer tout ce qui se passe devant en voiture. Et dès qu'il y avait un accident, au moins, on avait une preuve qu'il s'était passé quelque chose. Je ferme la parenthèse sur les dashcams. Donc, effectivement, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, le cinéma essaye d'exposer tout cet attirail, mais essaye aussi de comprendre, de faire comprendre pourquoi on utilise ces dispositifs. Et quand on voit Les Misérables, donc, le film se situe dans une cité sensible. Un jeune garçon filme une bavure policière à l'aide de son drone. Il le filme accidentellement, hein, puisque ce n'était pas voulu. Et évidemment, les policiers sont à la recherche de cette vidéo, hein, qui a été tournée
par ce dispositif. Et on se rend compte qu'ici, effectivement, on a un drone non professionnel, donc qui est vraiment accessible au grand public et qui a été utilisé là sans vraiment le vouloir au départ pour montrer que, évidemment, les autorités sont en tort. Donc ça montre aussi cette valeur politique qui en ressort, qu'on sort vraiment des films classiques, des thrillers, les films d'espionnage qu'on a vraiment l'habitude de voir à Hollywood, et qu'on se retrouve là à montrer un petit peu la capacité de ces citoyens à contre-attaquer, parfois de manière volontaire et parfois non. On comprend comment on peut s'emparer aussi de notre côté. Alors, de façon légale ou non, légale, oui, puisque ce sont nos appareils, ce sont nos dispositifs, et que finalement, on les utilise ici pour dénoncer et pour mettre en avant un scandale qui est de l'ordre social et politique. Et on voit que tout est fait, alors pas au cinéma, pour le coup, dans la vraie vie, pour mettre dans l'illégalité toutes les tentatives, justement, de documenter ce travail-là. Je reviens sur la loi sécurité globale, dont un article visait précisément à empêcher la capacité de filmer les forces de l'ordre et de documenter le travail de la police dans un contexte politique. Tu as parlé de l'affaire Benalla, mais on pourrait citer plein d'autres exemples, en France ou aux États-Unis et dans d'autres pays. On sent une volonté très très forte du pouvoir politique de remettre la main, de reprendre le monopole des images, en fait, qu'il a eu pendant très longtemps. Parce que de fait... ils nous filmaient ou ils nous regardaient bien plus qu'on ne les regardait eux. Et finalement, il y a cette volonté, oui, de plonger ou de faire basculer dans l'illégalité des images qui précisément sont là pour rappeler ce qu'est l'état de droit. C'est quand même ça qui est incroyablement paradoxal et qu'on retrouve dans Les Misérables. C'est-à-dire que cette traque pour retrouver cette bande vidéo qui incrimine les policiers, qui se fait du coup au mépris le plus total de la loi. Si la loi sécurité globale était passée, on aurait pu imaginer que la personne qui était dans l'illégalité, c'était le pauvre gamin qui avait filmé la bavure avec son drone parce que on pouvait identifier les policiers dessus et qu'ils étaient peut-être après susceptibles d'être victimes de mesures de représailles. Donc on voit cette tension. Après, c'est très bien, je trouve que la discussion dérive un peu sur cette question des violences policières, parce que c'est souvent... Moi, c'est le seul cas d'usage où il y a des pénalistes qui me disent la vidéosurveillance est utile parce que ça nous permet, dans des affaires comme celle-là, d'aller vraiment à la recherche de la vérité et, le cas échéant, de prouver que les policiers ont menti, que telle personne qui a été incarcérée ou qui a comparu en comparution immédiate pour violence sur dépositaire de l'autorité publique, en fait, quand on a analysé les images de vidéosurveillance, on s'est rendu compte que ça s'est pas passé exactement comme il l'avait dit. Et on voit ces derniers mois et ces dernières années une production de plus en plus, et de plus en plus professionnelle d'ailleurs, d'images pour reconstituer des violences policières, notamment à travers des témoignages, des images filmées, des images de vidéosurveillance, et où ensuite on fait des reconstitutions 3D avec des collectifs comme Forensic Architecture ou Index en France qui font ça. On voit qu'il y a quelque chose qui est effectivement en train de se jouer de ce côté-là, qui est peut-être pas de la surveillance, qui est de la contre-surveillance, ou qui est une forme de guérilla par l'image pour justement retrouver un rapport de force un peu plus équitable. Et ça, pour le coup, c'est une piste effectivement beaucoup plus... qui laisse un peu plus d'espoir que tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Mais c'est pas Legili, du coup, qui a fait jurisprudence à l'époque, justement, en filmant avec son caméscope une bavure. Je sais pas si mes souvenirs sont bons là-dessus. Enfin, bon. Il me semble qu'il avait, il y a très longtemps, avec Courtrage-May, ils avaient l'habitude de filmer dans la rue, et justement, je crois qu'il avait un peu raconté son histoire à travers ce film. Il me semble que c'était ça, ouais. Et du coup, quelque part, il vient légitimer aussi l'usage de ces vidéos amateurs qui viennent effectivement dénoncer je dirais des abus de pouvoir plus que des bavures. Voilà, parce que c'est clair. On va y revenir, mais j'aimerais bien avoir l'avis un peu des gens présents. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question, une remarque? Je mets le masque. Monsieur Houlette. Alors, moi, j'ai une question, non pas sur l'aspect sécuritaire de la vidéosurveillance, mais sur la partie spectacle. Et je me tourne particulièrement vers Mira et vers toi, Benoît.
En 80, Tavernier signait un film qui s'appelait La mort en direct avec Romy Schneider et Hervé Kettel, où Hervé Kettel se fait greffer, si je me souviens bien, une caméra à la place de l'œil pour assister à la mort de Romy Schneider. En 98, il y a un film qui sort qui s'appelle The Truman Show et qui suit en réalité à l'échelle 1 la vie d'un individu. Et ce qui me surprend, c'est que ces deux films avaient effectivement des allures prophétiques, puisque peu de temps après la distribution du film Truman Show arrive avec grand fracas à la télévision l'adaptation française de Big Brother avec The Loft, et qui va radicalement transformer le paysage télévisuel, puisqu'on voit encore aujourd'hui que les programmes sont essentiellement abondamment nourris de télé-réalité qui mettent en place des systèmes de vidéosurveillance qui visent à rentrer dans l'intimité des protagonistes. Et puis le gap supplémentaire, c'est effectivement les réseaux sociaux qui sont eux aussi abondamment nourris de contenus webcam qui visent à pénétrer dans la sphère intime. Et c'est ça qui me questionne. Alors c'est plus un étonnement qu'autre chose, et donc c'est pour ça que je me tourne vers Mira. C'est cette volonté vraiment intrusive du système de vidéosurveillance de rentrer dans l'intimité la plus secrète, et on pousse petit à petit le bouchon de plus en plus loin. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais en tout cas, ça nourrit ce désir irrésistible de s'intéresser, de se pencher à la vie des autres, à lorgner par système de vidéosurveillance interposé sur la femme du voisin ou le mari de la voisine, et en tout cas de pénétrer dans la sphère vraiment intime des gens. Et ça m'étonne énormément. Ça ne m'étonne pas, mais ça me surprend qu'on en arrive à ce point-là et qu'on nourrit encore cette vieille chimère-là et que la vidéosurveillance en est l'instrument. Oui, tout à fait. Enfin, je suis vraiment d'accord avec ce constat, que finalement, on a détourné la fonction principale de la vidéosurveillance. Enfin, si fonction, elle en avait vraiment une. Mais du coup, effectivement, on voit cette déviance qui est une déviance sociale, parfois même psychologique. On peut même aller très loin là-dessus. Quand on voit certains films, notamment des films d'horreur, des thrillers, où on a souvent un psychopathe qui se cache derrière des caméras et qui a qu'une volonté, c'est d'épier l'intime des sujets surveillés, des sujets observés. Et donc parfois, ça peut aller très très loin. Donc par rapport à ce qui se cache, en tout cas, sur les raisons de la mise en place de ces dispositifs. Et quand on regarde le cinéma, il y a évidemment une surreprésentation de cette déviance qui est liée au voyeurisme. Et on se retrouve finalement à ce qu'on appelle des spectateurs synoptiques. Donc on va tout d'un coup balayer la position du panoptique, c'est-à-dire qu'on avait un gardien qui surveillait des prisonniers qui ne savaient pas quand ces derniers étaient surveillés et quand ils l'étaient. Quand et s'ils étaient surveillés, et donc avec la position des spectateurs synoptiques, eh bien on est de plus en plus nombreux, en tout cas, à observer parfois une personne ou deux. Donc la masse, cette fois-ci, prend le dessus sur les sujets observés. Et effectivement, le cinéma montre à quel point la vidéosurveillance est devenue de plus en plus dangereuse, entre guillemets. Et vous avez un film comme Look, qui a été réalisé par Adam Rifkin, qui était sorti en 2007, film indépendant qu'il est difficile de trouver, qui reprenait en tout cas cette question de déviance. Un film qui a été entièrement tourné selon l'angle de vue de la caméra de surveillance. Mais toutes les caméras de surveillance, donc celles qu'on va retrouver dans la rue, dans le distributeur de banque, chez soi, à travers la webcam également. Et ce film montre
eh bien, à quel point on est capable maintenant d'observer son voisin, les agents de sécurité qui observent les jeunes filles en train de se déshabiller dans les salles de... dans les cabines d'essayage, oui, dans les magasins, donc montre à quel point voilà, on est un petit peu sorti de la vidéosurveillance classique pour petit à petit voilà, rentrer dans l'intime, rentrer vraiment dans cette sphère qui est de l'ordre du privé. Et pour revenir avec l'analogie avec la télé-réalité, et le cinéma a grandement joué là-dessus, sur cette mise en abîme. Donc, déjà, dans les scénarios, vous avez énormément de films qui vont mettre en scène des groupes de jeunes gens qui sont venus participer à une émission de télé-réalité, mais les choses vont très vite mal tourner. Et vous avez un grand nombre de films d'horreur, notamment, dont My Little Eye, qui est un film indépendant britannique, qui compte voilà, l'histoire de jeunes gens qui sont venus s'enfermer dans une maison et petit à petit ils vont disparaître, et donc le but finalement du jeu c'est de rester vivant. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière tout ça il y a des internautes qui misent de l'argent sur chaque candidat, et donc évidemment bien celui qui reste sera le gagnant, et l'internaute qui aura misé le plus d'argent sur le survivant aura lui aussi empoché un maximum d'argent. Donc on voit jusqu'où va la dérive, hein, et jusqu'où voilà, la fiction peut aller pour montrer en tout cas ces déviances qui sont vraiment liées au voyeurisme. Et il faut juste savoir que le voyeurisme ne va pas forcément remplacer la surveillance. Il y a une coexistence entre les deux. Et donc, on comprend que voilà, comment on peut détourner en tout cas ce type de dispositif, et comment le cinéma va rendre ce côté banal de plus en plus extraordinaire, comme on le voit dans la vie de Truman Show. Hein. Donc, c'est totalement ça, quoi. Moi, j'ai une vision un petit peu différente. Je pense que c'est la télé-réalité qui s'est inspirée du cinéma. Je m'explique. Quand on a fait notre programmation ici, on a immédiatement trouvé ce thème du voyeurisme. Donc on a mis Fenêtre sur cour, on a mis Le Voyeur. Et en fait, on s'était fait la réflexion, mais en fait, est-ce que le cinéma, c'est pas en soi un art de voyeur? Parce que le principe, c'est de mettre une caméra devant des gens et les filmer et regarder ce qui se passe. On peut les filmer au boulot, on peut les filmer chez eux, on peut filmer des scènes de couple. Personne ne trouve ça choquant qu'on arrive dans une maison avec un couple qui est en train de se déchirer. Je parle par exemple de Marriage Story qui était sur Netflix. C'est une histoire d'une intimité folle. Et nous, on est là et on est fascinés par ce truc. Et on trouve ça bien. Enfin, le film est génial. Le film est génial. Mais en même temps, on se sent sale parce qu'on ne devrait pas être dans la pièce avec eux. On ne devrait pas être là à assister à ça. Et en fait, tout le principe du cinéma, c'est ça. Le documentaire, c'est ça. C'est qu'on va chez les gens et on les filme. Et en fait, voilà, Hitchcock a fait son beurre là-dessus. De Palma a fait son beurre là-dessus. Le cinéma est voyeur. La télé-réalité, c'est... est-ce que c'est du cinéma ou pas? Pour moi, je pense que c'est une forme de cinéma, mais puisqu'en plus, c'est souvent scénarisé. Voilà. Il y a un casting. On met des gens dans une pièce, on filme ce qui se passe, et globalement, on les titille un peu pour qu'il se passe d'autres trucs. L'île de la Tentation, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait deux qui se retrouvent dans une maison, et on essaye de regarder entre les planches pour voir si éventuellement il se passe pas quelque chose. Et en fait, tout ça vient du cinéma. Même si après le cinéma reprend un peu les codes de la télé-réalité, notamment dans les films d'horreur. Mais à la base, c'est la télé-réalité qui vole au cinéma. Tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux aller vers la littérature aussi, ou vers le théâtre, ou bien sûr, tous les arts d'ailleurs. Bien sûr. Je suis pas sûre que Vera ait dit le contraire d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, pas si du je tout. peux me permettre. Non, c'est pas du. Je ne te contredisais pas. Je voulais juste aller un poil plus loin. Et pour rebondir là-dessus, parce que la question précisait bien que c'était plus par rapport à la dimension spectaculaire au sens du spectacle que sur la question sécuritaire, mais on voit que du voyeurisme à la vigilance et de la vigilance à la sécurité, et au discours sécuritaire,
il n'y a finalement qu'un pas. Et du coup, moi, ça me fait penser, parce que quand je fais des débats sur la surveillance, il y a toujours une question. Souvent, c'est la première ou la deuxième question dans le public. Mais c'est un théorème qui se vérifie à chaque fois. Hein. C'est qu'est-ce que je réponds à mes amis, mon oncle, ma tante, mes voisins, ou à moi-même qui me dit je n'ai rien à cacher. Et en fait, avec cette explication-là, c'est bien, ça me file des munitions pour le prochain débat que j'aurai et la prochaine fois qu'on me posera cette question. Parce que je pense que, notamment, alors, la banalisation de la télé-réalité, la ludification comme ça de cette surveillance, est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que c'est de la télévision? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est de la... On ne sait plus très bien. Et je pense que ça participe de cette petite musique comme ça, qui consiste à dire qu'on n'a rien à cacher. Parce qu'effectivement, on baigne dans un environnement où on se regarde en permanence les uns les autres. Quand c'est pas la télé-réalité ou quand c'est pas le cinéma, c'est ce qu'on regarde. On regarde ce que font nos congénères sur les réseaux sociaux. On épie leur vie sur Instagram. On se regarde les uns les autres sur Zoom maintenant depuis 1 an et demi, ce qui rajoute là aussi comme une pénétration de l'intimité incroyable. Je sais pas pour vous, moi je suis terrifié à chaque fois que je branche Zoom, j'ai toujours l'angoisse d'avoir laissé traîner un slip sale ou qu'on voit la bouffe que j'ai mangée à midi. Ou qu'on voit, une fois ça m'est arrivé comme ça, je me suis dit merde, je suis en pyjama, j'ai conf de rédac, et j'étais terrifié pendant toute la durée de la conférence de rédaction, j'avais éteint la caméra, mais je me suis dit on sait jamais si la caméra filme, tous mes collègues sont en train de me voir en pyjama, et j'ai pas envie que mes collègues me voient en pyjama. Et donc du coup, toute cette profusion comme ça de dispositifs contribue à nous faire croire qu'effectivement, à vivre dans ce mythe selon lequel on n'a absolument rien à cacher. Je cite souvent la phrase de Garcia Marquez qui dit « Un homme a toujours 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète ou intime ». Aujourd'hui, on voit bien que la vie publique et la vie privée ont quand même largement fusionné à travers la représentation qu'on a, les profils qu'on se crée par exemple sur les réseaux sociaux, mais la vie intime, elle est assiégée de toutes parts et elle est de plus en plus pénétrée par des dispositifs techniques qui permettent de voir tout ce qu'on est en train de faire, et souvent avec notre propre complicité. Donc on voit que finalement cette membrane entre le cinéma, la télé-réalité, qui comme son nom l'indique, on ne sait pas très bien si c'est de la télé ou si c'est de la réalité, et notre expérience vécue quotidienne, cette membrane, elle est de plus en plus fine finalement. C'est pas Snowden qui disait ça, que ça devient problématique quand on commence à dire je n'ai rien à cacher. Alors lui, on lui a souvent posé la question. Tous les gens qui travaillent sur ces questions-là, à un moment, on est confronté à cette question-là et on se la pose nous-mêmes. Et c'est une question extrêmement difficile. Et vous avez des réponses beaucoup plus brutales. Une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit ce bouquin très épais et très intéressant sur le capitalisme de surveillance, qui est une notion qu'elle a contribué à populariser, ou quand on lui pose la question, elle dit si vous n'avez rien à cacher, vous n'existez pas. Voilà, c'est assez radical, mais il faut essayer d'aller un cran plus loin et de se demander pourquoi on se dit effectivement, et pourquoi c'est un trait de caractère partagé entre autant d'individus dans une société qu'on se dise qu'on n'a rien à cacher. C'est bien qu'il y a quelque chose qui a façonné ça. Alors il y a des discours politiques évidemment qui le façonnent. Quand vous vivez dans un régime de la suspicion généralisée, effectivement, vous devez en permanence prouver que vous n'avez rien à cacher. Donc la première chose à faire pour montrer que vous n'êtes pas suspect, c'est de le dire. Mais il y a aussi tout un tas de choses plus insidieuses qui relèvent comme ça de la banalisation de ces outils et des discours qu'il charrie, qui, à mon avis, jouent aussi dans la construction de cette idée. Est-ce que... On va bientôt finir. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Non, mais je voulais revenir par rapport à la notion de divertissement, parce qu'en fait, moi, c'est pas un film, j'ai fait un roman photo qui parle de technologie, et la question, en fait, ça parle beaucoup de vidéosurveillance, mais c'était pas mon sujet premier. La chose, c'est qu'on suit 3 personnages qui vont avoir des projets technologique, parce que finalement cette technologie, mon propos était de dire que la technologie, en fait, on l'aime quand même, on la sollicite tous les jours. Enfin moi je sais pas, je fais des films, je vois bien comment c'est très facile aujourd'hui de faire un film par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans où c'était très très compliqué. Donc finalement puis même on utilise tous les jours des smartphones, des caméras, et aujourd'hui on pourrait pas s'en passer, même dans le travail.
les vidéoconférences ou pour donner un rendez-vous. Enfin bref, on l'aime beaucoup, cette technologie. Et en même temps, c'est vrai que c'est très effrayant quand on voit ce qu'on en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, quoi. Parce qu'en même temps, on a envie de cette vidéo, on a envie de la surveillance, on a envie de voir. À chaque fois, il y a des films ou des choses qui sont extraordinaires qui sont faites, mais grâce à cette technologie, quoi. Et en même temps, plus on en a envie et plus ça devient aussi dangereux, quoi. C'est vrai que la question de notre propre désir de surveillance, elle est assez cruciale. Alors, il y a un universitaire américain qui s'appelle Bernard Harcourt, enfin franco-américain, qui a travaillé sur cette question-là beaucoup dans un bouquin qui s'appelle La société d'exposition, et qui explique très bien ce mécanisme, cette volonté, cette pulsion qu'on a de participer à cet environnement comme ça de la surveillance. Et ce qui est difficile au quotidien, c'est de gérer à la fois ce désir et les contradictions dans lesquelles on est pris. C'est-à-dire qu'on est tous, en plus comme on est dans cette logique très élulienne d'être toujours très seul face à la machine, hein, malgré notre sentiment de toute puissance, quand on a un smartphone entre les mains, on se rend compte qu'en fait on ne maîtrise pas grand-chose parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Et donc comment on fait pour gérer cette impuissance maquillée en toute puissance? Et c'est extrêmement difficile. C'est une série d'accommodements raisonnables et c'est extrêmement difficile d'arriver à une masse critique en plus dans une société, de se dire on va se saisir collectivement de ce sujet-là quand on a tous une approche très différente. Et c'est très difficile aussi de construire un discours qui ne soit pas un discours technophobe, qui ne soit pas juste un discours de rejet, de disparition, parce que je pense que c'est hélas pas la solution aujourd'hui. En plus, c'est difficile à faire parce que la disparition en elle-même est devenue suspecte. Donc, et faites le test, hein. Si vous êtes connecté habituellement et que tout à coup vous disparaissez pendant 3 jours, tout le monde est persuadé que vous avez été kidnappé ou qu'il vous arrivait un sale truc, hein. Si vous revenez comme une fleur en disant bah non, j'ai juste pris 3 jours off, j'ai tout débranché, on va vous prendre pour un illuminé. Donc il faut gérer ça. Il faut réussir à retrouver un sens un peu collectif, mais un peu comme on le fait là, hein, en comparant aussi des expériences, des approches. Pour ça, moi, j'aimais beaucoup le fait qu'on puisse croiser une approche par le cinéma et donc par la fiction, et puis en confrontant ça un peu à la réalité, parce que c'est aussi comme ça qu'on va dégager des pistes pour se sortir de l'ornière où on sent qu'on est quand même en train un peu de... sortir de la binarité, on est pour, on est contre, nuancer un peu les choses, et aussi d'avoir un angle un peu artistique pour voir comment... de libérer des imaginaires qui sinon sont quand même un peu... C'est le mot imaginaire, ouais, complètement. Est-ce que... j'aimerais bien qu'on montre la vidéo, est-ce qu'on a un peu de temps pour le bref aperçu ? Je trouve que c'est pas mal parce que du coup j'ai envie de répondre à une petite question que tu t'es posée, comment faire finalement pour gérer, voir et être vu. Mais attends, est-ce que finalement la médiation et la pédagogie ne peuvent pas être une solution à toutes ces problématiques-là et d'amener et d'apporter du contenu à toutes les générations? D'ailleurs, je ne veux pas cibler les jeunes ou les moins jeunes. L'idée, c'est que tout le monde a accès aujourd'hui à tous ces smartphones. Comme vous dites, on peut faire un film facilement aujourd'hui. C'est aussi savoir comment on désactive Siri, comment on gère aussi sa propre surveillance et la manière dont on est surveillé. S'instruire, je pense que c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui, c'est de la médiation scientifique au-delà de la médiation artistique. C'est aussi savoir comment ces outils qui sont si accessibles, si faciles, si intuitifs, si amazing pour reprendre Apple, finalement, mais qu'est-ce qui se cache derrière, comment ils sont fabriqués. Du coup, je fais un petit parallèle avec ce qu'on fait ici au Lavoir Numérique. Loïc, qui a la réalisation ce soir, est aussi médiateur cinéma ici, et avant chaque séance cinéma qui ont lieu au Lavoir Numérique, il propose des petits courts-métrages qui évoquent plusieurs thématiques. Et donc là, je pense que ça peut être chouette de vous montrer dans ce qu'on appelle les brefs aperçus, celui qui s'appelle Voir et être vu, qui va finalement, à mon avis, peut-être une manière conclure un peu tout ce qu'on s'est dit, ressasser un peu toutes les idées qu'on a évoquées. Et puis comme ça donne un peu d'espoir que les choses peuvent se faire avec la pédagogie. Voilà. Voir et être vu, je pense.
En 1708, le philosophe Berkeley écrivit « Exister, c'est être perçu ou percevoir ». Lorsqu'on aborde le cinéma, ces propos résonnent comme une évidence. Devant ou sur l'écran, être acteur ou regardeur, voilà ce que nous permet le dispositif du 7e art. L'intime est exposé aux yeux de tous, bon gré, mal gré, fiction et documentaire compris. Le voyeurisme est le nerf principal du spectacle cinématographique. Nous voyons le secret derrière la porte, ou comme disait Deleuze, nous avons le désir de voir plus, de voir derrière, de voir à travers. Le spectateur découvre une histoire à travers la fenêtre de l'écran, comme un voisin curieux des histoires qui se déroulent dans l'immeuble d'en face. La mise en abîme dans un film tel que Fenêtre sur cour nous rappelle notre position de spectateur, avide d'images volées. D'ailleurs, cet exemple fut de nombreuses fois cité, parodié au cours de l'histoire du cinéma. Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine. À notre époque, les caméras sont omniprésentes. Notre image peut être volée. Peut-on y échapper ? Chacun d'entre nous, en dehors même de la fiction, peut devenir une victime des voyeurs. On nous envoie des vues de la maison. Il a dû rester là un bon moment. La cassette fait plus de 2 heures. La paranoïa devient un symptôme de plus en plus courant dans notre société ultra médiatisée, ultra surveillée. Les Indiens d'Amérique refusaient de se faire photographier, qu'on leur tire le portrait, par peur de perdre leur âme au passage. Aujourd'hui, on comprend mal cette légitime inquiétude. On se laisse aisément photographier, filmer. Sommes-nous victimes ou complices du vol de notre image ? On se photographie, on se filme pour exister, à travers un réseau social, où on se laisse filmer comme dans une télé-réalité. Mais le phénomène n'est pas récent. Andy Warhol, qui filmait son entourage dans ses célèbres screen tests, en parlait déjà dans les années 60. Tout le monde a le droit à son quart d'heure de célébrité. Nous sommes entrés dans une société où l'on jouit à voir les choses cachées et où l'on rêve de devenir célèbre en offrant son image au monde entier. 3 siècles auparavant, Berkeley visait juste. L'homme a maintenant un besoin viscéral d'exister à travers le regard des autres, mais aussi de consommer toujours et toujours plus d'images, au cinéma, à la télé ou sur le web, avec ou sans modération. On va prendre peut-être une dernière question, s'il y en a, et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou souhaiterait réagir ? Même parmi les intervenants, d'ailleurs. Effectivement, ça conclut assez bien. Oui, n'est-ce pas ? On n'a pas parlé de Person of Interest. C'est vrai que c'était... En plus, en intelligence artificielle. Ce qui, pour le coup, est une série avec une grille de lecture assez opérante, je crois, pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Peut-être on a finalement, et peut-être assez paradoxalement, assez peu parlé d'une évolution technologique qui nous guette quand on parle de vidéosurveillance, qui est la reconnaissance faciale, qu'on a finalement un peu caressé, mais pas évoqué frontalement. Et on se rend compte que la friction ultime, ou la friction de trop, elle est peut-être là, parce qu'on sent quand même des réticences très très fortes. Et à ce désir deleuzien de voir à travers... on peut opposer cette idée très lévinassienne que finalement la rencontre c'est l'épiphanie du regard et qu'avec la reconnaissance faciale on va perdre ce genre de choses. Et un peu comme les Indiens qui ne voulaient pas se laisser photographier parce qu'ils avaient peur de perdre leur âme, on est peut-être en train de se dire que la reconnaissance faciale, on va perdre un peu de nous-mêmes si on accepte ce type de technologie. Donc voilà, c'est ma petite note d'espoir. L'évolution, je vais rebondir là-dessus par rapport au cinéma. C'est une très bonne idée. Est-ce que une idée dans l'évolution du cinéma par rapport à cette thématique. Comment tu conclus ta thèse ? Je la conclus pas vraiment, puisqu'il y a toujours
la nouveauté, une ouverture par rapport à ce qui se passe d'un point de vue audiovisuel, hein, donc, et aussi par rapport à la culture visuelle, donc les séries télé, mais aussi les jeux vidéo. Oui. Il y a beaucoup de choses aussi à dire par rapport à ça. Donc, j'aurais aimé en parler. Quand on a des jeux comme Watch Dogs où on se retrouve à la place d'un hacker. Five Nights at Freddy's. Aussi, oui. Il y a beaucoup de titres, hein, mine de rien. Donc, ouais, j'ouvre plutôt la thèse sur de nouveaux formats audiovisuels, aussi ce qui se passe chez les artistes, hein, dans les installations, et de comprendre aussi que finalement, c'est un sujet qui reste d'actualité, qui le restera pendant... Je ne sais pas, malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment en parler, mais qui sera encore au cœur de nos réflexions. Et effectivement, le cinéma prend en compte, en tout cas, les évolutions technologiques. Et parfois, à travers le cinéma, on fantasme sur des dispositifs invraisemblables. Hein. Donc, ce que Tony Scott a créé dans Ennemi d'État, par moment, on se dit c'est pas possible. Il va beaucoup trop loin. Il est allé trop loin, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne retrouve toujours pas 20 ans plus tard. Hein. Donc, par rapport à des super caméras de surveillance qui sont capables de détourer des images, c'est impossible. En tout cas, tel que lui le présente. Donc, peut-être continuer à travers ce cinéma de fantasmer sur ces technologies et peut-être de réfléchir jusqu'où ces dispositifs peuvent aller et se dire le cinéma nous aide peut-être à imaginer l'impossible, mais en même temps de revenir vers des choses beaucoup plus actuelles, terre à terre, et se dire que c'est impossible. Est-ce que finalement il va voir le jour d'ici quelques années, d'ici quelques décennies? Restons ouverts alors. Je voulais juste peut-être une petite conclusion sur la conclusion, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le cinéma, comme la littérature, ont cette capacité à être très maximaliste et à envisager, y compris les pires scénarios possibles, ce qui est encore le meilleur moyen de s'en prémunir. Et aujourd'hui, à l'heure où justement, on voit bien, on l'a dit tout à l'heure, les débats parlementaires, juridiques, politiques, etc., sont quand même très contraints et avec très peu de marge de manœuvre. Peut-être que justement, le fait d'avoir des œuvres de fiction comme ça qui nous aident à penser le monde de demain permettent aussi de retrouver des technologies conviviales, comme aurait dit Illich, et de dessiner le monde un peu plus comme on voudrait qu'il soit et un peu moins comme il est, tel qu'il est. C'est bizarre comme phrase. Oui, idéaliser. Et on va idéaliser alors. Et en espérant que ça ne banalise pas non plus. Mais restons ouverts, du coup, c'est très bien d'avoir fait cette petite conclusion. Je fais la conclusion ? Ouais, ok. Et écoutez, de toute façon, le but n'était pas forcément de... Je sais qu'on va être frustrés d'avoir voulu d'explorer encore plein de questions, mais on le fera dans d'autres, peut-être en ligne, peut-être à d'autres occasions, peut-être juste là-haut à l'Hébreu. Voilà, donc merci en tout cas pour ces échanges, pour les questions. Et l'idée, c'est qu'on va renouveler donc, ces rencontres du Lavoir. Donc il y en aura sur la prochaine séquence, donc au mois de mars. Et la thématique sera la création sur les réseaux sociaux, avec justement, encore une fois, cet angle artistique de voir qu'est-ce qui se passe sur ces médias et d'y voir, ne plus parler en fait des médias sociaux comme un outil, mais de parler de ça comme un outil et pas juste dans les polémiques, un peu comme ce qu'on a fait là, de pas être dans une binarité pour ou contre. Voilà. Donc ce sera le prochain rendez-vous en mars. Voilà. Et merci. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne soirée.